On y va? Allez. On y va? On est parti. Bonjour à tous, à toutes et à tous. On va pouvoir commencer donc, pour parler de ce sujet de la performance extra-financière intégrée à la RSE, à son activité. On se présente peut-être? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Oh, il est gentil. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Ouais. Alors, donc, je suis Sonia Lecor du Crédit Mutuel de Bretagne et j'anime la finance durable pour les clients pro, agri et entreprises. Et vous allez voir qu'on fait un drôle de binôme parce que pour l'extra-financier, vous allez voir une banquière et un extra-comptable. Un expert comptable. Bonjour, donc moi Jérôme Anodo, je travaille chez Cogedis, un cabinet d'expertise comptable. Alors moi j'interviens, je suis responsable conseil chez Cogedis. Mon métier c'est d'accompagner la création, la reprise et le développement. Sur le secteur pro uniquement, je n'interviens pas moi dans le domaine agricole, mais donc j'accompagne parfois des entreprises qui viennent tout juste de créer, d'autres qui ont créé depuis quelques mois, quelques années, et puis parfois des personnes qui sont en phase de développement, donc avec tout un tas de questions, et notamment ce fameux sujet de la RSE et dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est un sujet qui va être complémentaire à beaucoup d'ateliers que vous avez dû suivre de droite et de gauche, puisque on vous parle beaucoup de financier et de communication. Et là, l'extra-financier va venir compléter tout ça et vous apporter une vision globale. Ouais. Et on s'était dit avec Sonia que, comme l'intitulé que on nous avait donné, c'était un atelier, non pas une conférence, qu'on allait on allait vous faire participer. Vous faire participer voilà. un petit peu. Hein, vous avez bien fait de venir, c'est très gentil à vous. On a plein de questions. J'imagine que nous, on en a beaucoup. On démarre par notre sommaire? Eh bien oui. Donc l'objectif de l'atelier qu'on vous propose, c'est de refaire un point très rapide sur ce que c'est la RSE, même si voilà, c'est maintenant une notion qui est très diffusée et très répandue. On va plutôt axer sur comment s'y prendre, comment dans votre projet à vous, on vous propose de dérouler un peu la démarche. Quel sera l'intérêt pour votre entreprise, même si on ne la connaît pas encore, donc on va en parler ensemble. Qui peut vous aider dans cette démarche de la RSE? Et puis peut-être un engagement que vous pouvez prendre en sortant aujourd'hui sur votre propre projet. On peut peut-être démarrer par la première question. Qu'est-ce que la RSE? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent bien nous dire ce que ça évoque pour eux, par exemple, la RSE? En un mot, en une phrase. Un ou une, en un mot, une phrase. Ah. Ouais, pas tous à la fois. La RSE. RSE. Justement, c'est une bonne question. Le monsieur, il me demande, que veut dire l'acronyme RSE? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Vous avez une idée? Du tout? Monsieur? Alors je crois savoir, ouais. Sans certitude, que c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui a accès à l'environnement, le bien-être des collaborateurs et tous les sujets, voilà, on va dire, sur la gestion des ressources au sens large. Voilà, c'est exactement ça. Donc merci d'avoir répondu pour cette partie, parce que ça permet déjà pour ceux qui peuvent être des curieux de déjà mettre une définition en face de cet acronyme. Alors, puisque les acronymes, vous savez que les comptables et les banquiers aiment ça, la RSE, c'est bien la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on parle aussi d'ESG. Et l'ESG, ça va être les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc là, vous avez un thème supplémentaire, la gouvernance. Ça va vraiment être la façon dont les décisions sont prises dans l'entreprise, l'éthique des affaires. Donc vraiment la façon dont vous allez manager votre fonctionnement interne de l'entreprise. Oui, exactement. Et donc on parle de transformation de l'approche de la valeur de l'entreprise, avoir un impact positif tout en étant économiquement viable, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les entreprises sont là aussi aujourd'hui pour être rentables. Et donc c'est de voir quels peuvent être les impacts de ces choix, de vos valeurs à travers ce domaine qu'on appelle la RSE. Et donc répondre
aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les capacités des générations futures. Ça, c'est vraiment une phrase qui est importante dans la RSE. C'est ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui se passera plus tard sur les décisions que je peux prendre. Alors là, il y a un petit schéma que j'aime bien qui permet de se poser des questions sur son projet, son propre projet. C'est quelles vont être les ressources nécessaires à son activité. Et quand on parle de ressources, c'est des ressources au sens de quoi je suis dépendant, de quoi j'ai besoin pour créer mon activité, en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de matière et aussi de services que peut me rendre mon environnement, la nature. Notamment, si on prend l'exemple, je sais pas, d'un camping dans un parc avec une très belle prairie et puis une rivière, on ne fait pas le même camping s'il n'y a plus la rivière et s'il n'y a plus la prairie à côté. Donc là, on est dépendant de ce cadre-là pour créer l'activité qu'on a envie de créer, mais on a aussi des impacts. Et les impacts, on va avoir un regard particulier sur l'impact positif et ou négatif qu'on aura sur l'environnement. Et l'environnement, on le prend encore au sens et les personnes et la nature et la planète. Donc ce schéma-là permet de se poser vraiment les questions de quoi j'ai besoin et quel est mon impact positif et négatif. Et sur le petit dessin qui est en bas, moi je trouve aussi ce qui est important, c'est sur la partie dépendance. Quand on dit comment les évolutions environnementales et sociétales impactent l'entreprise et ses performances, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte on prend des décisions qui auront un impact sur l'environnement, mais on voit que notre environnement nous a fait prendre certaines décisions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on parle de réchauffement climatique, on nous dit il est trop tard, ou il est en tout cas tard. Et donc on se rend compte que ces incidences-là, on a mis beaucoup de temps à considérer notre environnement. Ça te va pour ça? C'est bon pour celui-là. Alors quel est votre projet? Alors pourquoi on vous a posé cette question? Parce qu'on imagine qu'en face de nous, on a des porteurs de projets. Enfin, je l'espère, peut-être des étudiants, mais qui ont peut-être des idées de projets. Ce qui peut être intéressant, c'est que là, on en arrive à discuter d'un de vos projets. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont venus aujourd'hui au salon dans un projet de création, ou de reprise, ou de développement? Monsieur? Oui. Quel type de projet? Ça va être compliqué à pitcher en 5 minutes, mais aujourd'hui, moi, j'ai créé une entreprise qui fait tout ce qui est prestations techniques pour l'événementiel, donc tout ce qui est sonorisation, éclairage vidéo que vous pouvez voir ici. Et en fait, l'idée, c'est d'intégrer cette activité-là dans une gestion de l'électricité, en tant que ressource. Et donc, comment est-ce qu'on intègre dans l'événement des outils, donc c'est des vélos, qui génèrent de l'électricité qu'on va amener sur l'événement pour pouvoir permettre en fait, de compenser une partie de l'électricité qu'on va consommer sur l'événement et de la faire produire par les participants. Donc ça, c'est un projet qui est par nature RSE, enfin, me semble-t-il, mais aussi par les attentes que vont en avoir mes clients, c'est comment est-ce qu'eux vont pouvoir communiquer sur leur politique RSE via l'utilisation de ce type d'événement. Donc c'est la double lecture. Intéressant, parce qu'on va voir tout à l'heure aussi qu'il est important de se poser la question de comment on peut valoriser ce que l'on fait. Et on se rend compte dans les échanges, et je pense que Jérôme, c'est pareil, les entreprises qu'on peut rencontrer font en fait déjà beaucoup de choses sur la RSE, mais souvent n'ont pas pris le temps de le formaliser, de l'écrire, de le mettre en évidence. Or, on va voir que ça va intéresser beaucoup de parties prenantes, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc tous les acteurs de la chaîne de l'entreprise, que ce soit les clients, que ce soit aussi les salariés, parce qu'il faut attirer un moment aussi des personnes pour venir travailler avec vous. Donc super intéressant. Donc on garde ce projet en tête pour la suite de l'atelier. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être y a-t-il d'autres projets de partager création son projet parmi vous, d'activité, ou d'idées qui germent dans vos têtes? Ça va venir. Donc en tout cas sur votre projet, une question peut-être intéressante à se poser, c'est quelle est la vraie valeur que je veux proposer, à qui, quel est le sens de ce que je veux faire, pour qui ça va avoir de l'intérêt. Et peut-être que l'exemple qu'on vient d'entendre aussi me permet moi de parler par exemple de l'économie de la fonctionnalité. C'est qu'en fait ce qu'on propose, est-ce que c'est quelque chose qu'on vend, qu'on loue? Est-ce que c'est un bien? On parle par exemple d'une entreprise qui vend des ampoules. Est-ce qu'on vend vraiment des ampoules ou est-ce qu'on vend de la lumière?
Et du coup, il y a une vraie question à se poser sur qu'est-ce que je veux apporter vraiment dans mon activité. Et ça va être le cadre de toute votre réflexion sur votre impact positif de votre activité. On enchaîne aussi celle-là. C'est maintenant que tu veux que je retourne sur le slide des... Ok. Donc comment s'y prendre? Dès la création de votre entreprise, il y a des choses importantes qui nous semblent de définir. Ses valeurs, sa chaîne de valeurs, donc les priorités que vous allez vous-même définir pour votre projet, votre activité. Les parties prenantes, on en parlait, et leurs intérêts, un peu comme vous l'avez évoqué. La vision projetée de l'entreprise, son développement, parce que, je le répète, mais ce que vous faites aujourd'hui a des incidences dans le futur. Est-ce que je réfléchis à l'instant T, à moyen terme, à long terme? Les risques et les opportunités, l'un impactant l'autre. La gouvernance et l'organisation de votre entreprise. Vous avez très certainement, peut-être en tant que chef d'entreprise, des idées, des projets de développement. Est-ce que l'organisation de votre entreprise serait chamboulée? Est-ce que les postes à direction aussi pourraient avoir un rôle à jouer? Force de proposition au sein de votre structure. Est-ce que ça remet en cause les droits et les obligations de chacun? L'environnement, on en a parlé, et puis surtout les pratiques. Donc les formaliser, ce qui permet de les valoriser en interne comme en externe. Les parties prenantes, donc on vous a listé là des parties prenantes qui sont les différents acteurs sur la chaîne de valeur de votre activité. Certaines n'auront pas de sens évidemment par rapport à ce que vous faites, mais ça permet vraiment de penser à chacun. Donc les fournisseurs, les partenaires, les consommateurs, les salariés, les associés aussi. On entendait parler tout à l'heure dans un autre atelier des contrats d'associés. Donc sur le sujet de la gouvernance et de comment vont être prises les décisions, c'est important que dès la création de l'entreprise, effectivement, ce soit des choses qui soient mises au clair, même si tout est évolutif et que ça peut changer dans le temps. C'est important d'avoir ce spectre complet au départ, et comme ça, vous êtes sûr, vous n'allez pas oublier un acteur qui finalement va être peut-être super important sur votre chaîne de valeur et que vous n'aurez pas pris en compte. Je pense même que beaucoup d'entre nous, je me mets avec vous, on estime parfois que dans les parties prenantes, ça peut s'arrêter à client-fournisseur. Et là, on voit, moi, il y a par exemple un terme, c'est vrai, quand on avait travaillé ensemble ce sujet, les riverains. Ils ne pensent pas forcément. Et en fait, il y a une vraie incidence sur là où je me trouve entre plein de choses, des nuisances, des besoins. Tout a une incidence. Et donc, vous voyez que cette chaîne ou ce cercle des parties prenantes, il est vraiment très complet. Il y a énormément de monde qui, directement ou indirectement, sont touchés ou se situent, alors soit géographiquement autour de votre entreprise, mais aussi parfois peuvent bénéficier de vos services comme subir parfois aussi certaines contraintes. Et donc c'est très important que dans les parties prenantes, on n'omet rien ni personne. Je pense même qu'on en a oublié. Oui. Les entreprises, par exemple, qui vont être situées près de la vôtre, ils ne sont peut-être pas listés là, de mémoire, je ne pense pas. Il peut y avoir des sujets de mutualisation de moyens à un moment avec d'autres entreprises qui vont être autour de la vôtre et qui finalement vont avoir aussi des intérêts à ce que vous vous implantiez à côté. Il peut y avoir des échanges de services entre deux entreprises peut-être concurrentes mais néanmoins voisines. Donc effectivement, vraiment, le lieu aussi physique où vous allez créer votre entreprise et où vous allez rayonner va être important, puisque là, vous allez pouvoir créer des interactions ad hoc en fonction de ce que vous proposez et de quels sont vos souhaits. On pourrait prendre un exemple, par exemple, j'y pensais l'autre jour, deux entreprises avec des activités commerciales où on a chacun sa flotte de véhicules, des véhicules qui dorment sur le parking. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à avoir un véhicule pour les deux entreprises en sachant qu'ils ne roulent pas tout le temps? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas impactant? Vous voyez ce genre d'idées qui peuvent germer.
Donc quel intérêt pour votre entreprise? Vous voyez, c'est les enjeux que vous citiez, monsieur, que peut apporter une démarche RSE. Eh ben, on voit qu'il y a 3 enjeux principaux qui sont présents, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Et donc on voit par exemple les enjeux économiques, il faut les penser par rapport à sa stratégie commerciale. Les enjeux sociaux, on peut faire référence aux conditions de travail, et les enjeux environnementaux, les besoins et impacts de vos activités. Est-ce que j'ai besoin de? Et donc les conséquences, vous voyez, si on prend l'exemple des enjeux économiques, dans les conséquences, anticiper et réduire les risques, améliorer et optimiser les coûts, avantages concurrentiels, un appel d'offres par exemple. Au niveau des enjeux sociaux, la qualité de vie au travail, donc ça c'est un sujet aujourd'hui auquel tout le monde pense, employeur comme employé. La motivation, l'attraction et rétention des talents, ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Quand on voit... On pourrait parler de fidélisation plutôt que rétention, parce que oui, ça fait un peu dur. Mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le terme qu'on avait trouvé. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, parce qu'on le voit, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent d'un turnover important avec les nouvelles générations. Qu'est-ce qui peut être fait aussi? Est-ce que une idée, justement, sur une logique de fonctionnement d'entreprise pourrait pas avoir son intérêt dans la fidélisation de ses salariés, du rôle qu'ils peuvent avoir au sein d'une entreprise? Et donc forcément, ça passe par du dialogue et de sensibiliser les employés. Les enjeux environnementaux, alors vous en avez parlé vous avec la consommation d'énergie, la gestion des déchets aussi, parce qu'on produit, on détruit, l'utilisation des ressources naturelles que l'on a à proximité, ça peut être un vrai sujet aussi. J'en parlais tout à l'heure avec un chef d'entreprise. L'approvisionnement durable et l'impact sur la biodiversité. Donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de conséquences dans nos démarches aujourd'hui. On peut peut-être faire un petit focus sur différents thèmes, sur les risques par exemple. Le BP, le prévisionnel, on parle de faire un BP sur 3 ans. Forcément, pour qu'une activité soit durable, il faut se projeter beaucoup plus loin que ça. Et les risques dans les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent, on n'a pas le temps de les détailler aujourd'hui ici, mais vous les avez bien tous en tête. Climatiques, environnementaux, sociaux. Et c'est très important de vous poser la question de vraiment votre entreprise, comment elle va vivre, comment elle va se développer dans cet environnement qui change, qui bouge, mais qui s'accélère. Donc ça, c'est un des points forts. Et en tant que banquier et comptable, on les prend de plus en plus en compte, ces risques-là, demain. Et on est obligé de commencer à prendre des décisions, de ne pas suivre certaines activités parce qu'elles ne seront pas durables, elles ne seront pas responsables demain. Et on prend, nous aussi, notre propre responsabilité d'accompagner ou pas telle activité. Et on ne va pas aller vous faire rouler à fond dans un mur qui se rapproche très vite. Donc la prise en compte des risques, ça c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre à bien au-delà des 3 ans et les prendre en compte tout de suite. Et par contre, tout ce que vous allez faire va effectivement permettre, dans le cadre d'un appel d'offres ou dans le cadre de recrutement de salariés, de faire la différence par rapport à un autre acteur. Et effectivement, je pense que tout le monde cherche du sens aujourd'hui, les salariés en premier. On ne peut plus garder quelqu'un en lui disant juste tu vas avoir ton salaire, tu viendras travailler tant d'heures avec nous. Ça tient encore dans quelques entreprises, mais il y a des salariés qui vont vous dire au revoir, moi j'ai mieux à côté. Je fais la même chose, le même service, mais avec beaucoup plus de démarches responsables, vertueuses et meilleures pour mon équilibre pro-perso. Plus de sens. Et ça, il faut le prendre en compte aussi dès le départ. On avait parlé d'un exemple, je ne sais plus si c'était avec toi. Moi, j'ai suivi par exemple des activités avec des pisciniers. Alors, j'ai appris qu'on ne disait pas pisciniste, mais piscinier. Faut savoir aujourd'hui que c'est un métier, c'est vrai, qui est de moins en moins dans l'air du temps. On construit de moins en moins de bassins. Si on prenait l'exemple d'un technicien, on embauche un agent de maintenance, est-ce que sur ce métier-là, il va avoir la sensibilité de travailler sur quelque chose qui est aujourd'hui pas du tout écologique? Donc vous voyez, il y a des domaines aujourd'hui, peut-être certains métiers, certaines activités qui n'existeront plus pour des raisons que vous connaissez, j'imagine que vous avez bien imaginé pourquoi, d'ici quelques années.
Alors, c'est la société qui est comme ça, mais Ou alors ce ça ne a sera son pas les mêmes incidence. piscines. Ou alors, ce ne sera pas les mêmes piscines. On l'a vu hier d'ailleurs avec la conférence d'Alain Bernard. Voilà. Mais n'empêche que parfois, ça fait réagir et ça fait agir. Ouais, tout à fait. On peut citer aussi, par exemple, des entreprises qu'on a un petit peu plus de mal aujourd'hui à projeter sur du positif. C'est toutes les activités qui vont artificialiser des sols, par exemple. Eh bien, on a des exemples de clients qui compensent par la création d'une deuxième activité. Ils ont une activité qui est demandée, sur laquelle il y a des clients pour artificialiser des sols, donc des terrains de sport ou autres, qui sont d'ailleurs de moins en moins artificiels quand même, hein, il y a de l'écoulement, mais qui créent à côté une deuxième activité pour replanter des haies, replanter des arbres. Et ça, c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte pour avoir son impact zéro carbone sur sa propre activité. Oui, c'est ça. Il y a la ZAN et le ZAN, zéro artificialisation nette, qu'il faut prendre en compte. Donc il y a tout un environnement, effectivement, réglementaire, parce qu'on sait aussi que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est la réglementation qui vient aussi. Et parfois, il faut se voir imposer des choses pour réagir. Ouais. Ouais. Alors justement, qui pour vous aider? Est-ce que vous savez vers qui vous pourriez vous tourner pour, dans ce cas d'une démarche RSE, ou auprès de quel organisme, quelle personne vous pourriez aller pour pouvoir vous faire épauler dans une démarche RSE? On vous donne un indice, il y en a deux devant vous. On commence par nous. Non, je vais passer à la slide d'après. Forcément, ils sont présents ici aujourd'hui, donc c'est important de pouvoir aller les voir. La chambre de métier, déjà, l'artisanat. On sait, il y a des métiers de l'artisanat qui utilisent des matériaux nobles, certaines qui peuvent être amenées à polluer. Vous avez aussi la chambre de commerce, BPI aussi qui peut vous aider, l'ADEME, très importante, sur toutes les questions, la question de l'écologie et de l'environnement. Et puis, comme tu le disais, les banques. Le banquier ou la banquière et l'expert comptable. C'est vrai qu'il y a tellement de dispositifs aussi différents d'aide, de formation qui existent sur ces sujets-là qu'il est important que vous soyez accompagnés. Je pense que c'est un message que vous avez beaucoup entendu sur ce salon. Et le fait de voir beaucoup de clients et d'être en relation constante avec ces organismes, ça nous permet aussi de mieux vous guider. Et il n'y avait pas la super slide A4 pour mettre tous les dispositifs sur une page, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et en fonction de votre activité et de la problématique particulière que vous allez traiter sur votre activité, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être la gestion de l'eau, ça peut être la gestion des ressources humaines. Vous avez plein d'experts à votre disposition et avec des dispositifs de cofinancement qui sont possibles. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir l'un de ces acteurs, et chacun d'entre nous, de toute façon, fait la bonne garde-routage vers le voisin si vous avez frappé à la mauvaise porte. Et pour compléter ce que tu dis, ce qui peut parfois peut-être faire peur, c'est que les sujets sont nombreux, alors qu'en fait, ça peut partir d'une simple démarche sur un premier point, puis un deuxième. On n'a pas d'obligation. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous disent « mais ça, je l'ai déjà fait ». Donc en fait, la démarche RSE, elle est juste naturelle. C'est de se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux que ce que j'ai fait jusqu'ici. Et je vous dis, il y a des gens qui ont pris des engagements, ils n'ont pas attendu qu'on parle de RSE pour le faire. Donc c'est important de continuer cette démarche-là. Et il y a plein de monde, plein d'outils pour vous aider à ce niveau-là. Et donc... Peut-être aussi un point, mais oui. Effectivement, après, c'est ça. Ne soyez pas surpris que votre banquier, votre expert comptable vous pose des questions sur ces sujets-là à partir de maintenant, si ce n'est pas encore fait. Sachez en tout cas qu'on a des obligations réglementaires. Par exemple, pour octroyer un crédit, la Banque centrale européenne nous demande, banquiers, d'analyser les critères de risque ESG de nos clients. Donc, ce n'est pas pour vous embêter qu'on vous pose des questions, c'est parce que c'est notre obligation. Mais c'est aussi le propre engagement qu'on prend. Donc, voilà, par exemple, si une enseigne que je connais bien, qui est entreprise à mission,
Elle n'attend pas que des obligations non plus, elle prend aussi ses propres engagements et elle va vous poser des questions parce que c'est important de vous accompagner sur ces sujets-là. Et je suppose que les experts comptables, c'est pareil. Donc c'est pas que pour vous embêter, c'est qu'il y a et du réglementaire et de l'engagement ensemble pour demain. Et c'est peut-être mieux de prendre la marche en avance que de devoir se faire imposer des choses plus tard. Parce que vous vous doutez bien qu'un jour, il y aura peut-être des obligations qui seront encore plus contraignantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça, on n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui. Donc voilà, si on peut faire les choses maintenant, autant commencer. Ensuite, quelle démarche en sortant de l'atelier ? Nous, on s'était donné des petites intentions à faire. Alors peut-être de votre côté, hein, vous pourrez le faire avec votre banquier, votre expert comptable, mais il y a, je pense, des petites choses qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'un projet aujourd'hui, à partir du moment où vous avez démarré votre réflexion, c'est de faire le tour des enjeux liés à mon projet. Essayez de répertorier qui sont mes parties prenantes, comment s'inscrire avec eux dans une démarche RSE, c'est ce qui avait été dit au début de cet échange. Et aussi, ce qui nous paraissait important, c'est élaborer son business plan en prenant en compte la RSE. Pour vous donner un exemple, peut-être que vous avez déjà avancé sur un prévisionnel, vous allez le faire. Il ne nous paraît pas impossible, nous, et même pour votre comptable, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, d'avoir un scénario 1 et un scénario 2. Quelles pourraient être les incidences entre un modèle économique dit classique, ce que l'on voit au quotidien aujourd'hui, et peut-être dans une démarche RSE, quels seraient les impacts? On parlait tout à l'heure de modèles extra-financiers, mais ce n'est pas impossible que une démarche RSE n'ait pas forcément des coûts de fonctionnement beaucoup plus élevés. C'est peut-être une approche différente de son modèle économique, parce qu'on parlait de ses clients, de ses fournisseurs. Donc peut-être qu'en se fournissant plus localement, on vendra à des gens qui seront plus attentifs, la marche sera bonne. Donc voilà, c'est qu'est-ce que ça impacte sur mon développement et qu'est-ce que ça impacte sur mes dépenses, en quelque sorte. Donc il y a peut-être un travail à faire. Et si vous voyez qu'en tout cas cet impact il est significatif, rien ne vous empêche, comme on le disait, dans votre démarche, de le faire progressivement. Voilà. Il y a sûrement d'autres actions, évidemment, qui sont des premiers pas faciles à faire. Par exemple, aller dans des associations, des échanges autour de la RSE. Pareil, il y en a plein. On n'a pas voulu mettre trop de noms parce que certains nous en auraient voulu. Mais il y a de plus en plus d'échanges, de forums, que ce soit en ligne, en physique, sur ces démarches-là. Et vous avez des retours d'expérience aussi d'entreprises qui ont déjà mis des démarches très fortes pour certaines en place, et puis d'autres qui ont commencé par des activités qui semblent modestes, mais qui sont dans une stratégie tout à fait cohérente. Et on a vraiment plein d'exemples d'entreprises qui peuvent être pris en exemple. Donc, je pense à des clients qu'on a, par exemple, l'entreprise BioBlood qui fait des pâtes feuilletées bio. C'est dans chacune des actions qui retransparaissent dans leur rapport que la RSE est intégrée. Et ce n'est pas une action de communication, c'est dans l'ADN de l'entreprise au départ. Et on a des entreprises, inversement, qui prennent des virages à un moment, qui changent de matière première, qui changent de circuit de distribution, ou qui changent de politique RH, parce qu'ils se rendent compte que le chemin qu'ils avaient pris n'était peut-être pas le bon. On est aujourd'hui dans un salon de la création, autant créer tout de suite dans le bon sens, on va dire. Je pense, il y en a parmi vous qui sont salariés aussi, j'imagine. S'il y en a qu'il faut lever la main, si par exemple ils sont salariés ou pas du tout. Non, les deux personnes qui sont en face de moi qui sont salariées, j'imagine que le télétravail, ça vous parle. Et, le télétravail, c'est par exemple une première démarche qui a pu être faite il y a quelques années, alors parfois un peu par contrainte ou suite à ce qui s'est passé avec la période Covid. Mais aujourd'hui, le télétravail, alors, on entend que certaines entreprises reviennent en arrière, mais le télétravail fait partie aujourd'hui de certains avantages sociaux, mais aussi environnementaux, parce qu'on fait moins de déplacements pour aller au travail. Donc l'impact RSE, il est là, mine de rien. C'est peut-être pas, ça paraît pas révolutionnaire aujourd'hui, parce que on voit aujourd'hui, nous, des entreprises, même parfois avec un salarié, qui démarre et qui propose dès le départ, pour faciliter la vie de tout le monde, cette démarche-là. C'est déjà un premier geste hyper important.
Pour prendre un exemple, je ne sais pas si toi t'en as, moi j'en ai un très bon, alors qui est pas, je vous donnerai pas le nom de l'entreprise, mais qui est situé pas très loin d'ici. Je peux vous parler d'une entreprise qui, par exemple, est passée à la semaine des 4 jours. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que vous en entendez beaucoup parler en ce moment. Tout le monde va vouloir savoir qui est cette entreprise pour aller y postuler. C'est une entreprise qui est dans le domaine du bâtiment, qui travaille sur des extensions de maisons en bois. Donc ils ont déjà commencé par se poser la question de savoir quel bois ils proposaient. Donc c'est un bois qui vient qui est issu de forêts qui sont où il y a tout un procédé de replantation, de conservation de l'identité de la forêt, et il n'y a pas de surexploitation. Ce sont des essences de bois qui ont des croissances qui ne vont pas épuiser les sols. Enfin voilà, donc il y a déjà toute une démarche pour travailler avec un bois noble et à partir de bois locaux, ou en tout cas plus proches que certains bois qui pourraient venir de forêts, ou notamment en Roumanie où le bois coûte beaucoup moins cher. Donc ça, c'était déjà une première approche pour eux. Ils sont passés à la semaine des 4 jours, et donc en fait ce qu'ils se sont dit, c'est que ça aurait peut-être eu un impact, et quand ils l'ont observé, ils se sont dit voilà, on a peut-être des produits qui sont dans telle gamme de prix, mais en tout cas là où aujourd'hui où nous on est gagnant, c'est notamment sur la partie RH, puisque 4 jours de travail, ça permet donc non seulement aux salariés d'avoir forcément 3 jours de congé, vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours consécutifs en plus. Et l'avantage, en fait, ils y ont trouvé, alors vous, ça vous parle peut-être pas parce que vous n'êtes pas tous entrepreneurs, mais quand vous avez modélisé votre fonctionnement, que chaque matin vous mettez le matériel dans le camion, que vous le déchargez, que le soir, vous reprenez 1 heure pour recharger le camion, que le matin, vous recommencez, vous faites ça 5 fois de suite dans la semaine, eh ben, ça veut dire que vous auriez pu économiser 2 heures par jour à rentrer et sortir le matériel du véhicule. Donc ça vous permet d'avoir du temps de production plus important, puisqu'en fait, vous ne travaillez que 4 jours, et sur la même base de temps de travail, puisqu'on est bien aux 35 heures. Et donc avec des gens qui ont travaillé autant, mais plus en travail effectif, et non pas en temps de travail. Donc c'est aussi ça, c'est d'être capable de modéliser son fonctionnement sur le temps effectif du travail et de l'employé, qui lui s'y retrouve de son côté, puisqu'il a gagné une journée de congé tout en travaillant autant. Voilà. Donc à l'arrivée, on a une entreprise qui dépense aussi moins de carburant. Donc c'est une économie pour elle significative sur sa flotte de véhicules. C'est un exemple concret que je vous donne, c'est réellement quelques kilomètres d'ici. Et on a aussi moins de pollution de l'air, puisqu'on a des véhicules qui tournent moins. Donc voilà, donc là il y a eu une vraie réflexion où, après plusieurs exercices, parce que ça c'est en place quand même depuis quelques années, ils sont en semaine des 4 jours depuis quelques temps, et aujourd'hui on a une activité qui a grandi, on a un développement économique qui est présent, et on a une amélioration de la marge pour cette société. Voilà. Donc là, on a un vrai exemple concret de quelqu'un qui a pensé les choses, et je pense même que parfois il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais il faut tester. C'est important parfois de se dire que ce qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais qu'on peut peut-être reprendre des choses, les faire différemment. C'est pas parce qu'on a une idée qui ne marche pas qu'on doit abandonner. Et ça me paraît, moi, hyper important. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ça me fait juste penser que ces valeurs-là, il est important aussi de les exposer à l'arrivée des salariés, ou dans le circuit d'embauche en tout cas, parce que c'est quelque chose que vous allez partager au quotidien après. Et quelqu'un qui n'est pas en phase avec les valeurs de l'entreprise, ça va être compliqué de travailler ensemble tous les jours. Donc prenez vraiment le temps en tout cas de les formaliser, de les décrire, de les challenger, de les faire évoluer si ça ne tient pas la route. Mais effectivement, d'être prêt à les partager et de les pitcher auprès de chacune des parties prenantes que vous avez dans votre activité. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas s'il y avait des questions parmi vous concernant ces sujets, s'il y a des personnes qui voulaient rebondir, donner des exemples, ou des personnes qui ont des questions. Monsieur ? Monsieur, je vais vous apporter un micro. Merci. Ma question va être simple. C'est quelles sont les actions RSE que vos entreprises respectives ont pu mettre en place ? C'est une très bonne question. Moi, je suis au Crédit Mutuel de Bretagne, qui est une entreprise à mission
et qui en fait décline. Alors déjà, il y a toute une structuration interne de référents ESG, RSE dans toutes les entités du groupe. C'est un groupe de 11 000 personnes, donc ça demande une certaine structure. En termes d'activités financières, il y a des activités qui ont été exclues, donc des politiques sectorielles qui ont été définies avec des secteurs sur lesquels on n'investit plus, ou en tout cas il y a une trajectoire de désinvestissement qui est écrite. En interne, il y a aussi des travaux sur l'immobilier, sur les déplacements, enfin sur sur les achats responsables, sur alors la biodiversité certainement aussi, mais là j'ai pas d'exemple concret à vous donner là-dessus. Et sur en tout cas les offres bancaires, un engagement d'être le plus en traçabilité verte possible. Donc d'avoir des offres qui sont sur l'épargne par exemple. Si vous nous demandez un dépôt d'épargne vert, on peut vous donner l'histoire qu'il y a derrière et à quoi va être affecté cet argent-là. Voilà. C'est que des petits exemples, mais c'est évidemment par là que ça passe. Vous avez raison, c'est que d'abord se l'appliquer à soi-même. Pour les salariés, il y a de l'accompagnement à la mobilité douce, il y a du télétravail aussi. Alors, par contre, en fonction de chacune des structures, on n'est pas tous égaux, puisque une fonction en contact avec la clientèle, par exemple, ne va pas pouvoir être en télétravail aussi souvent que quelqu'un qui est derrière un ordinateur. Mais voilà, il y a des accompagnements aussi, évidemment, pour les salariés. Je laisse Jérôme répondre. Oui, et alors pour moi, moi qui suis beaucoup en déplacement, j'ai une journée de télétravail pour ma partie administrative. Donc ça, c'est acté depuis longtemps. Les personnes qui sont au siège ou dans les agences, parce qu'on a un peu moins de 1000 salariés chez nous, ont la possibilité d'avoir jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Tous nos véhicules thermiques ont été renouvelés. On n'a plus de véhicules diesel, ils sont tous essence aujourd'hui ou hybrides. Il y a eu un sujet sur l'électrique, mais aujourd'hui, vous imaginez bien le coût est très important. Donc ça, c'est un sujet, mais au moins, on n'a plus de véhicules diesel. Donc c'est une première chose. Et en interne, par exemple, nos fournisseurs sont forcément clients. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, quand on a généralement par département, chaque année, une assemblée générale, le traiteur qui sera là sera un client. Voilà, c'est comme ça, toutes nos bonbonnes à eau viennent d'un client, notre café c'est un client. Voilà, c'est le fonctionnement qu'on a choisi d'avoir en interne et on essaie d'être en local. Surtout qu'en plus on a un peu comme le CMB, une branche agricole qui est importante. On a la moitié de nos clients qui sont des agriculteurs et donc on essaye de maximiser nos achats chez nos clients. D'autres questions ? Oui. Comment vous accompagnez des petites entreprises qui n'ont pas de direction de ressources humaines, qui n'ont pas de services logistiques, qui n'ont pas forcément le temps de mettre en place toute cette stratégie, même si, on va dire, ça fait partie du bon sens, il y a des idées, ça fait partie du bon sens, mais qui ne vont pas aller jusqu'à se dire c'est une démarche RSE et frapper à votre porte pour vous dire on veut être accompagné sur une démarche RSE. Ils vont peut-être dire j'ai une idée, voilà comment je la mets en place, mais voilà, comment vous accompagnez les petites entreprises du coup, qui n'ont pas beaucoup de salariés. Merci. T'as pas tout compris ? Non, j'ai pas. Alors c'est comment accompagner, je répète, comment accompagner dans une démarche RSE les petites entreprises, les TPE, qui sont pas forcément staffées ou avec un service RH en interne dans un projet de démarche sur les différents sujets qu'on a pu évoquer. Alors effectivement, il y a toute taille d'entreprise. Sur les petites entreprises, ce qui est vraiment la première démarche, c'est d'avoir ce qu'on appelle, nous, un entretien finance durable, mais c'est pour savoir effectivement comment vous envisagez votre activité et est-ce que vous avez pris en compte, vous, les risques, parce que tout le monde ne peut pas connaître justement toutes les réglementations et tous les risques. Et c'est de faire le tour déjà dans un premier entretien découverte de comment le client est sensibilisé, le client entreprise ou future entreprise est sensibilisé à ces sujets-là. Est-ce qu'il les a bien pris en compte dans son activité? Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide. Donc vous n'êtes pas évidemment dans l'obligation d'avoir quelqu'un en interne pour faire ça, mais il y a des formations en ligne, il y a des intervenants, des freelanceurs qui peuvent aussi venir juste ponctuellement là-dessus. Mais il y a déjà tous les conseillers, on l'a dit tout à l'heure, des CCI, des CMA, banquiers, experts comptables qui
forcément, de toute façon, sont sur ces sujets maintenant et peuvent vous accompagner déjà sur des premiers conseils très simples, en fait. Il ne faut pas se faire un monde non plus. C'est vraiment du bon sens, en fait. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a déjà bon nombre de démarches que vous avez, en fait, qui font partie de cette RSE. Ouais. Le lieu d'implantation, par exemple, est important. Si chacun doit prendre la voiture pour aller à tel endroit juste parce qu'on trouve que la pancarte elle va être plus belle à cet endroit-là, est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Voilà, c'est des petites choses. Mais déjà, voilà, vos acteurs, vos interlocuteurs habituels sont déjà des bons alliés. D'autres questions? Monsieur? Allô? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque part la liste justement de tous ces dispositifs d'accompagnement, des TPE, des ETI et de tout ça? Où? Alors, ça dépend si vous cherchez des aides financières ou des aides pratico-pratiques. Voilà. Et les aides financières, je crois que tout à l'heure on a cité, c'était la CCI, je crois qu'il le citait, il y a un site qui s'appelle aide.fr où je n'ai pas l'URL précise, mais ça il existe. Chez l'ADEME par exemple, il y a une fiche récapitulative qui s'appelle Tremplin, il y a le dispositif Tremplin et qui vous redonne domaine par domaine les maxi d'aides auxquelles vous pouvez avoir droit et qui vous permet de vraiment structurer aussi cette liste-là. Donc, vous tapez Tremplin, ADEME. C'est une fiche récapitulative dont on reparlait tout à l'heure et qui est vraiment intéressante. Voilà, la BPI aussi fait des diagnostics. Vous avez des diagnostics. Alors là, vous êtes en création, donc il n'y a peut-être pas encore besoin de faire de diagnostic. Mais pour ceux qui prendraient un virage ou qui veulent reprendre une entreprise, par exemple, et faire un bilan sur l'entreprise, il y a le plan climat de BPI, et vous tapez plan climat BPI, vous avez la liste des diagnostics. Il y a des diags décarbonation, des diags flux, il y a vraiment plein de choses. Et puis, vous avez des formations en ligne, des formations aussi, pareil, chez tous les organismes qu'on a cités tout à l'heure. Malheureusement, il n'y a pas, je ne l'ai pas trouvé en tout cas, la Bible des dispositifs, il faut aller un petit peu chercher. Ouais, les enseignes qu'on a mises là tout à l'heure, déjà, elles sont de grandes aides. Il y a le site internet.gouv, hein, où on retrouve beaucoup de données, il y a énormément de data à ce niveau-là. Bien évidemment, ouais, faut fouiller. Il faut fouiller parce qu'il y a tout un tas de partenaires et d'acteurs aujourd'hui qui sont présents sur la RSE, et je pense même malheureusement des gens qui commencent à s'investir comme des consultants en RSE pour vous proposer leur service, c'est ce fameux transfert économique qui fait que la RSE pourrait être une source ou une ressource pour vous d'activité. Voilà, bon. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on peut optimiser en tout cas son fonctionnement à soi-même avant d'imaginer que la RSE soit un vecteur de développement, de chiffre d'affaires pur. Et c'est pour ça qu'on a mis extra-financier. Si vous envisagez des embauches sur ce thème-là aussi, il y a même maintenant des aides à l'embauche de jeunes diplômés. Donc il y a le VTE vert par exemple qui existe et qui permet d'embaucher quelqu'un qui est diplômé depuis moins de 2 ans sur des masters de type économie circulaire ou environnement. Et quand je dis jeunes diplômés, c'est des diplômés depuis moins de 2 ans. Moi je connais quelqu'un qui est en reconversion, qui a plus de 50 ans et elle était tout à fait éligible à ce dispositif-là. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Donc il faut prendre le temps de regarder tout ça et en tout cas individuellement, il est possible de vous aider évidemment à les décrypter. D'autres questions? Non, bah, écoutez, on va dire merci à vous d'avoir assisté à cet atelier. Et puis, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Beau projet à vous. Au revoir. Au revoir.